Bienvenue à la boutique Potemkin. On est très heureux ce soir de recevoir Olivier Père et Ludivine Piccoli. Alors, petit rappel pour la boutique Potemkin qui existe depuis 20 ans et qui fait ses rencontres depuis une dizaine d'années. On essaie de recevoir régulièrement. Donc, on est une boutique de DVD. Il y a aussi une partie de l'entreprise qui s'occupe d'édition DVD qui s'appelle Potemkin Film. On est une boutique DVD où on vend également principalement des DVD et aussi de la vaisselle pour ceux qui cassent leur verre. Voilà. Il n'y aura pas de champagne ce soir. Et voilà, on vend des DVD neufs, des vinyles, des livres, et on profite de sorties de livres pour faire des dédicaces et avoir ce petit moment d'échange, de discussion. Donc là, ce soir, on est très heureux d'avoir ce livre qui est paru fin 2025 aux éditions de La Martinière. Donc Michel Piccoli, le génie du jeu. Merci Olivier Père d'avoir pour cet ouvrage. Il y a la participation également de Ludivine Piccoli. Petit rappel quand même. Donc Olivier, vous êtes directeur de Unitissima Arte, c'est ça, hein, je me trompe pas. Entre autres, je fais pas votre bio, mais il faut savoir que vous êtes passé par la Cinémathèque, que vous avez écrit dans Les Inrocks, que vous avez participé à la programmation du festival Entrevue de Belfort, délégué général de la quinzaine des réalisateurs. Voilà, je me trompe pas. Directeur artistique de Locarno, festival de Locarno, voilà. Et Arte maintenant, voilà, c'est un parcours plein. De lieux, j'imagine, passionnants et nourrissants. Parce que je fais le lien aussi avec la Cinémathèque, parce qu'il y a des films de Michel Piccoli, je crois, non, je me trompe, qui sont passés. C'est passé, alors, d'accord. C'est passé il y a longtemps, non ? Il y a eu Non. Il y a eu une grande rétrospective Michel Piccoli, mais quand il était là. Oui. Mais je pense que là récemment, il y a eu 5-6 films. D'accord, qui sont passés. D'accord. Voilà. On m'a pas prévenu, c'est pas grave. Mais il y a eu aussi une rétrospective d'un grand nombre de films au Mac Marron. D'accord, ok. Depuis le mois de janvier, là, je crois qu'elle vient de se terminer, tout le mois de janvier. Mais il y a eu vraiment une grande rétrospective avec au moins une trentaine de films. Donc Ludivine Piccoli, vous êtes scénariste, actrice. Je vais vous donner le micro. Non, pas actrice. Ah. Alors j'ai mal noté. Hein, c'est pas grave. C'est pas un défaut non plus. D'accord. Mais vous avez été l'épouse de Michel Piccoli. Voilà. Oui, on a fait beaucoup de productions ensemble et quelques films. D'accord, aussi. Voilà. En les écrivant et en les produisant. D'accord, ok. Un livre sur Michel Piccoli, ça manquait ou c'est peut-être plus pour Olivier, quelle mouche vous a piqué en vous disant tiens, ça manque. Je commence et après Ludivine confirmera mes dires, peut-être, ou pas, je sais pas. Non, en fait, ça remonte à une dizaine d'années. Hein. C'est Isabelle Dartois qui est en face de moi, qui est éditrice aux éditions de La Martinière. Et il y a une dizaine d'années, j'avais coécrit un livre sur Jacques Demy. En 2010, voilà. Nous étions allés à Nantes pour faire à l'occasion de la sortie de ce livre, avec bien sûr Agnès Varda, Rosalie Varda, Anouk Aimé et Michel Piccoli et Ludivine. Et à cette occasion, je crois qu'Isabelle me disait, mais demande-lui s'il a envie qu'on fasse un livre. Et je crois qu'il n'avait pas tellement envie, je pense qu'il n'avait pas forcément envie qu'on écrive des livres, qu'on lui fasse des hommages. C'était pas quelqu'un... Pardon. Vous savez, ils ne sont pas loin. Ah d'accord. Ah pardon. Il a même eu une phrase un peu définitive. Il a dit ah non, pas d'hommage maintenant, parce que pour lui un livre c'était un hommage. Vous attendez que je sois mort. C'était gai comme truc. Vous faites-le sans moi. Faites-le sans moi. Donc il participait, mais faites-le sans moi. Oui. Donc quand Olivier et Isabelle sont revenus vers moi pour ce projet. Moi, j'ai m'en rappelé de cette phrase, vous voyez. Donc, j'étais un peu comme ça. Et puis alors, ils m'ont convaincu finalement, parce qu'ils sont quand même
pas que charmant, mais aussi charmant, et puis très talentueux. Donc voilà, ils ont fait ça, ils m'ont montré, puis je suis entrée dedans. Non, mais donc Voilà. il y avait quelques livres sur Michel Piccoli. Il avait écrit ses mémoires avec quelqu'un, Oui. mais ça s'appelle Dialogues égoïstes, et c'est un livre qui est vraiment très intéressant, très original, enfin à l'image de ce qu'il était, de sa personnalité. Mais c'était un livre qui datait des années 76, voilà. Je ne sais même pas s'il est toujours, enfin il est peut-être épuisé, enfin on peut le trouver. Et moi, Piccoli, ça me passionnait parce que c'est un grand acteur, et puis il y a une œuvre, enfin il y a certains acteurs qui font de si grands films et qui travaillent avec de si grands cinéastes et qui le font avec une vision qui n'est pas une vision à court terme. Je pense qu'ils s'inscrivent dans une histoire du cinéma par des rencontres, par des choix, par des décisions et par une inscription dans des temps esthétique aussi du cinéma, et c'est tout à fait ça la filmographie de Michel Piccoli. Et donc pour moi c'est un auteur qui fait œuvre, pas seulement par le nombre de films impressionnants, parce qu'il y a 200 films, enfin c'est incroyable. Il y a aussi beaucoup de télévision, du théâtre, des doublages, enfin il y a plus un nombre impressionnant de très grands films. Et donc moi c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment un acteur en travaillant avec les plus grands, mais en étant lui-même un très grand interprète, peut établir un lien entre différents films, entre différents cinéastes, être finalement une sorte de passerelle ou de passeur entre le cinéma de Buñuel et le cinéma de Godard, entre le cinéma de Ferreri et le cinéma de Jacques Demy. Moi, j'avais donc vraiment envie d'aller au cœur des films et de la manière dont il interprète ces personnages, et de pas du tout m'intéresser à des éléments qui sont des éléments biographiques. Enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ça qui m'a convaincu. Je dirais que ce soit tout à fait en dehors de choses biographiques ou personnelles ou anecdotiques. Enfin voilà, c'est donc, pas super intéressant et on peut le trouver ailleurs. En revanche, creuser comment il joue un personnage dans un film de Buñuel, et puis après qui passe dans un film d'Hitchcock, et puis dans un film de Mario Bava, quasiment à la même période, et puis comment c'est un acteur caméléon, un acteur transformiste, très très élastique, qui avait une grande intelligence des projets qu'il acceptait, et donc il était capable de se couler dans l'univers, dans la vision d'un cinéaste, et puis des cinéastes qui avaient quand même des très fortes personnalités, que ce soit Sauté ou Buñuel ou Ferreri, en apportant quelque chose à lui qui était une forme déjà de l'incarnation, parce que c'est quand même un corps et une voix exceptionnels, et c'est quand même le b.a.-ba de l'acteur, c'est d'incarner des personnages, mais le faisant sans jamais trop en faire, et puis c'est quelqu'un qui avait un rapport très intéressant à sa propre image. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément envie d'être dans le calcul, qu'est-ce que ça va me rapporter comme en tant qu'acteur. Il avait vraiment envie d'accepter des propositions passionnantes de grands auteurs, d'être à la fois un instrument mais aussi un complice. Et pour ça que je dis finalement un co-auteur, parce qu'il comprenait tout à fait la démarche artistique de Ferreri, de Godard, et il se pliait évidemment à leur direction, à leur demande, mais en apportant des choses qui, à mon avis, étaient de l'ordre de la création, une part de la création de l'œuvre. De jamais se figer dans un rôle, en tout cas. Oui. Toujours, voilà, ce qui peut arriver. Quand on a un peu de succès dans un rôle, on peut être figé dans un rôle. Et voilà. Il le cassait souvent, ça, exprès. Alors, moi, je reviens peut-être un peu à, même si on ne veut pas être dans la biographie ou les éléments biographiques de Piccoli, mais c'est quand même, moi j'ai quand même appris des choses sur d'où il venait, son origine sociale, et toutes ces années quand même théâtre, Ouais. toutes ces années de formation qui sont quand même des décennies, quoi, où il joue beaucoup au théâtre, où il épouse vraiment ce métier avec passion, et il arrive quelque part, pas au cinéma sur le tard, mais il y a quand même un rôle charnière. Donc peut-être Olivier. Oui, alors c'est vrai quand je parlais d'absence d'éléments biographiques, c'était par rapport à sa vie privée, par exemple. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait des premiers chapitres introductifs,
qui raconte sa jeunesse, d'où il vient, comment il en est arrivé là. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un déjà qui n'avait pas, comme d'autres, comme certains, dès l'adolescence, la passion des planches ou la passion du cinéma ou le désir très, très jeune de devenir une vedette ou un acteur. C'est venu un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'il a trouvé sa voie de manière un peu accidentelle. C'est que il a raté son bac et puis c'était l'après-guerre. Il revient à Paris et puis il décide de prendre des cours de théâtre un peu comme ça par curiosité. Et c'est là qu'il va attraper le virus. Oui, et à l'école aussi. Il avait joué dans des pièces quand il était... Enfin, dans une pièce. Et c'est là qu'il comprend que c'est peut-être pour lui une manière d'exister avec plus d'intensité, avec de s'échapper de quelque chose. La petite pièce à l'école, c'était les habits neufs du roi d'Andersen. Et en fait, je crois que le fait que les gens l'écoutent, tout d'un coup, lui, si petit, il est tellement émerveillé qu'il s'est senti enfin à l'aise dans quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je pense que ça a joué beaucoup. Et donc, il a d'abord fait du théâtre. Il a une formation de comédien de théâtre. Il a rencontré le succès au théâtre plus vite qu'au cinéma. Enfin, en tout cas, dans les années 50, il jouait beaucoup au théâtre. Il a eu la chance, entre guillemets, d'être aussi à un moment où la télévision, l'ORTF, était un vivier un peu d'expérimentation, de création avec une grande liberté, où il y avait cette période des pièces ou des dramatiques télé qui étaient enregistrées en direct. Et ça se faisait aux États-Unis, mais ça se faisait aussi en France, en Italie, dans d'autres pays, et c'était presque dans des conditions c'était presque un mariage un peu expérimental entre le théâtre et le cinéma. Mais carrément avec des marques, des trucs qu'il ne fallait pas bouger. Enfin, il m'a raconté. Et puis voilà, il a commencé par très progressivement au cinéma dans les années 50, un premier film officiel qui est un très beau film qui est Le Point du jour de Louis Daquin, où il a un vrai rôle dans un film où il y a beaucoup de personnages et qui est un film d'engagement, puisque c'est un film sur la vie d'une communauté de mineurs, d'ouvriers mineurs, les hommes mais aussi les femmes, les familles, et qui est un film d'ailleurs que vous pouvez voir sur arte.tv en ce moment parce qu'il a été invisible pendant très longtemps, il vient d'être restauré. Je t'interromps, Olivier, mais cette notion d'engagement Louis Daquin qui est très inscrit Parti communiste, l'engagement de Piccoli, l'engagement politique qui est un peu à rebours, tu en parles ça d'une famille ou de son grand-père qui était plutôt pas du tout, qui était plutôt de droite, une sorte d'industriel. Et je trouve que la façon dont il est resté fidèle à cet engagement tout au long de sa carrière, parce qu'on l'étiquette aussi comme ça, comme artiste de gauche. Je trouve que c'est intéressant dans son chemin, dans son parcours, dans sa rencontre avec Louis Daquin. Renoir, pour d'autres raisons, voilà. Mais il y a quand même un film qui est intéressant. Oui, surtout les années 50, c'est un moment, après la guerre, où la gauche, surtout le Parti communiste, est très important dans le paysage artistique, intellectuel, politique français. Et Piccoli, il a un engagement très, très naturel, très spontané, très, très jeune, plutôt de ce côté-là, sans être vraiment militant et encarté. Sans être encarté, mais en étant quand même un peu militant. Et donc c'est vrai qu'il va travailler, sa famille de cinéma et de théâtre, c'est plutôt des gens qui sont de ce bord politique, puisque c'est l'existentialisme aussi, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est des gens qui font du théâtre, de la télévision et du cinéma plutôt engagé. Et Louis Daquin, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait été résistant, qui était au PC, comme beaucoup de cinéastes français de cette époque, où il y avait un corporatisme qui était plus très, très ancré dans le PCF. Et il a fait ce film avec lui. Après, il a fait d'autres films avec Daquin, mais qui étaient des films plus commerciaux, parce que Daquin était quelqu'un qui à ce moment-là de sa carrière, a peiné quand même à avoir des films, avoir des projets personnels et plutôt être obligé d'accepter des commandes. Et Michel Piccoli, c'est un peu la même chose. Il y avait des films qu'il faisait par enthousiasme, par conviction. Et en tout cas, au tout début de sa carrière, il a quand même accepté quelques petites panouilles parce qu'il fallait bien travailler. Et il faisait aussi bien il faisait aussi bien le matin à cinéma. Ensuite, il allait faire un peu de radio. Ensuite, il finissait au théâtre. Au cabaret, ou même au Grand Guignol. Enfin voilà, il faisait plein de choses. Mais disons qu'il a participé à cette effervescence de l'après-guerre.
Et il était un petit peu sur tous les fronts, comme Ludivine l'a dit, y compris dans des courts-métrages, hein, puisqu'il y a à ce moment-là, le court-métrage... Un peu par amitié aussi, parce qu'il était très ami avec son nom m'échappe. Paul Paviot. Ouais, Paviot, Voilà. Paul Paviot, c'est le groupe des 30. C'était une époque où il y avait Paul Paviot, mais il y avait aussi Alain Resnais, il y avait Varda, il y avait Demy, enfin il y avait toute une... Resnais était assistant sur les créatures, non? Oui, et puis je crois qu'il a même fait le montage de certains films de Paul Paviot. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Oui, donc ça, c'est les débuts. Et là où ça commence à devenir sérieux, c'est quelques petits rôles, ou quelques grands rôles dans des films plutôt commerciaux, mais de qualité. Notamment, je pense à Rafle sur la ville de Pierre Chenal, qu'on a revu c'est le week-end dernier, où il joue un flic, et c'est un rôle assez programmatique, on peut en reparler. Et des rencontres, une rencontre avec Jean Renoir quand même. Il a un rôle secondaire dans French Cancan, mais c'est quand même, il est dans. Un peu ridicule, mais quand même. Oui, mais alors ça, justement, le côté ridicule, je pense que c'est une. Il a poussé voilà. max. Et ça, on en reparlera, mais il y a d'autres rôles après où il va pousser très loin dans le ridicule, le grotesque, et ça, il n'avait pas peur justement de jouer des personnages comme ça un peu histrioniques ou un peu bouffons. Et puis surtout, je pense, la très grande rencontre dans un grand film, où là, il s'est vraiment battu pour avoir le rôle, il a fait le forcing, comme on dit, c'est avec Louise Buñuel dans La mort en ce jardin. Oui, voilà. où quand il est arrivé, Buñuel lui a dit « Vous n'êtes pas du tout le personnage, mais je suis très content de vous voir. » Surtout que ça se tournait au Mexique, donc il a débarqué de l'avion, et voilà. Et après, ça a été, c'est un très beau film, La mort en ce jardin. Il est génial. Là aussi, ça annonce plein de personnages à venir dans son œuvre, mais c'est aussi une rencontre professionnelle, humaine et amicale avec un grand artiste qui était Luce Buñuel, et ils se sont vraiment beaucoup aimés. Ils ont fait beaucoup de films ensemble jusqu'à la fin. Mais voilà, alors on se rend compte que ce sont quand même s'il a tourné avec beaucoup de monde, il y a eu des rencontres comme ça décisives et qui sont autant des rencontres artistiques que des rencontres humaines. Là, tu parlais de Louise Buñuel, il a dit la même chose quelque part avec Godard, même si, son rôle dans Le Mépris, voilà, évidemment avec Ferreri. Donc prenons peut-être Buñuel, dans l'ordre. Dans l'ordre, voilà. Oui, prenons-les chronologiquement. C'est vrai que dans le livre, qui respecte plus ou moins l'ordre chronologique, pas uniquement, mais en tout cas, il y a quand même une progression. Mais il y a quand même des chapitres qui sont consacrés à 4 cinéastes. C'est parce que c'est des gens avec lesquels il a beaucoup travaillé. Il a fait beaucoup de films, et ça a été des rencontres 3 ou 4, je ne sais plus. 3, pardon. C'est Louise Buñuel, évidemment. C'est Marco Ferreri et Claude Sautet. Parce que en plus, Marco Ferreri et Claude Sautet, c'est presque une rencontre à la même époque, enfin en tout cas à peu près la même période. Pour qu'on ait les films juste en tête, donc Buñuel... La rencontre avec Buñuel, c'est La mort en ce jardin. Après, ils vont faire Le journal d'une femme de chambre, ils vont faire Belle de jour, ils vont faire... après, c'est des rôles plus épisodiques, ouais, mais importants dans La Voie lactée, dans Le charme discret de la bourgeoisie, dans Le fantôme de la liberté. Et puis, j'espère que j'oublie rien. Et une voix, il double Fernand Doré dans Cet obscur objet du désir. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que... Carole Bouquet. Michel Piccoli était admirable pour beaucoup de choses et pour sa voix, et c'est vrai que cette voix, le fait de doubler Fernand Doré, je trouve que c'est quelque chose qui est assez symbolique, puisque c'est la conclusion de l'œuvre de Buñuel, et c'est une manière de réunir ces 2 acteurs fétiches, l'espagnol Fernand Doré et le français Piccoli, l'un étant le corps et l'autre la voix. Et je pense que la voix de Michel Piccoli est beaucoup plus belle que celle de Fernand Doré, même si Fernand est un grand acteur, et ça crée quelque chose d'assez exceptionnel. Mais plus grave, oui. Enfin... Je précise quelque chose aussi, c'est que dans l'ouvrage, il y a énormément de participation de plein de gens. Ça va de chef-op, comme Renato Berta, à des comédiens. Il y a Binoche, Léos Carax, Emmanuel Béard, et Melville Poupeau, qui dit de Piccoli, avec lequel il a tourné très jeune, il avait 16-17 ans je crois, et il dit j'ai réalisé comment un grand acteur se devait d'avoir une tessiture de voix, il devait avoir 5 voix différentes. Il y avait quelque chose d'un peu définitif comme ça, non, mais c'était intéressant parce que quand on pense à Piccoli, on pense à Michel Piccoli, on pense évidemment à sa voix. Et il disait, voilà, c'est quelqu'un qui... Donc peut-être... Oui, Melville raconte une séance parce qu'ils ont tourné ensemble dans Archipel de Pierre Granier de Fer, qui est un film
Alors c'est un des rares films que je n'ai pas réussi à voir. Le film a totalement disparu de la circulation. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. En tout cas, il n'y a aucun support physique ou numérique. Pas encore. J'espère que. Non, je pense que c'est prévu parce que j'ai découvert peu de temps après que les droits avaient été récupérés par quelqu'un. En tout cas, Melville, il tourne dans ce film qui a l'air d'être un film assez extravagant quand même, et qui n'était sans doute pas pour déplaire à Michel Piccoli, qui joue un bossu amoureux d'une directrice d'un pensionnat. Et donc il raconte qu'ils tournent ensemble, et après ils font la post-synchronisation ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Et pendant la séance de post-synchronisation, Melville voit un Michel Piccoli qui fait une création, qui recrée complètement son personnage, qui est complètement déchaîné. Et qui s'amuse comme un fou. Qui s'amuse comme un fou en post-synchronisant, en doublant son personnage. Donc là, comme je le disais, la voix est une part essentielle de la création pour un acteur. Hein. Et c'est vrai qu'il jouait énormément avec sa voix, comme il jouait avec tous les éléments de son corps, pas seulement son visage. Ce qui fait qu'il a une palette de jeux extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui peut être dans le minéral, la froideur, le côté statuaire, glacial, absolu. Hein. Par exemple, Max et les Ferrailleurs, ou L'Attentat, ou Don Juan, évidemment. Ça, c'est un peu le point de départ. Et puis après, décliné dans plein... Et au contraire, le clown, le travesti, l'histrion, le personnage... Oui, ou la folie, ou la violence. Et là, on est dans des excès absolument délirants, comme dans Touche pas la femme blanche, où il joue Buffalo Bill, avec un accent américain, ou des films où il adore se maquiller, se grimer et faire des grimaces, comme dans Theme Rock ou comme dans plein de films. Donc ça, c'est rare un acteur qui est bon dans tous ces registres, quoi. Enfin, qui est génial dans tous ces registres. Juste une question juste technique. Moi, je l'avais croisé une fois, il m'avait l'air très grand. Il mesurait combien en taille? Oui. Non, 86. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Il me semblait plus... Non, mais pour dire que physiquement... Physiquement, il en imposait. C'était quelqu'un d'imposant, quoi. Quand on le voit dans ses films dans les années 50, où il est encore tout jeune, il fait vraiment une tête de plus que tous les autres acteurs, sans parler des actrices. Et il avait une carrure extrêmement athlétique. Les parents n'étaient pas très grands. Au contraire, il avait un papa qui était tout petit. Très fluet, très fluet. On le voit dans des films, il est tout petit. Pas très grande, voilà. Donc, on peut se rassurer. Le père de Michel Piccoli, on le voit dans des films de Marco Ferreri. Notamment, il joue le père de Sitting Bull, joué par Alain Cuny dans Touche pas la femme blanche. D'accord. Et pas par protection, comme dirait Michel. Non. C'est vraiment le metteur en scène. Oui, il n'était pas pistonné par son fils. Alors, on revient juste sur... Alors, donc, on était parti sur Buñuel. Alors, Buñuel. Voilà. Après, Ferreri. Alors après Godard, parce que Godard, c'est quand même, il y a une date qui est très importante, c'est 63, parce que 63, c'est là où vraiment Michel Piccoli devient Michel Piccoli, d'une certaine manière, en tout cas devient un acteur incontournable de ce cinéma des années 60, qui va être d'une très grande richesse, puisqu'il va, durant cette décennie, tourner énormément, et avec... presque tous les plus grands de l'époque ou les plus importants de l'époque. Et 63, c'est quasiment simultanément, enfin c'est même d'abord, il y a Don Juan de Marcel Bluval et tout de suite après, il y a Le Mépris. Donc c'est quand même les deux rôles les plus emblématiques, parmi les deux rôles les plus emblématiques, en tout cas les premiers très grands rôles de la filmographie de Michel Piccoli. Et c'est vraiment ces films-là ces titres-là qui vont l'installer, parce que le Don Juan de Bluval, donc c'est une adaptation... remarquable du Don Juan de Molière, modernisé, enfin traité de manière presque abstraite dans les décors, dans les costumes, surtout entièrement tournés dans des décors naturels, donc totalement libéré de la scène ou du studio de télévision. Donc c'est une création d'une très grande modernité qui toujours, encore aujourd'hui, est vraiment exceptionnelle. Et c'est un film qui va s'inviter dans les foyers de tous les Français qui ont la télévision à l'époque, donc ça va être vu par des millions de gens. Et là, ça va être une consécration. Et quelques mois après Le Mépris de Jean-Luc Godard,
Donc j'ai pas besoin de rappeler ici l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma, mais son impact dès sa production et dès sa sortie dans tout le cinéma européen et le cinéma mondial, et puis aussi le fait de tourner dans un film de Godard et de partager la vedette avec Brigitte Bardot, c'est pas rien. Et donc, et lui parlait vraiment déjà dans les interviews quand il parle du mépris, de la fluidité de sa rencontre avec Godard, comme une sorte d'évidence comme ça, où ils se comprennent même pas à demi-mot, parce que Godard est plutôt taiseux, ou il est pas taiseux, mais il est assez économe en parole, et comme s'il y avait quelque chose d'assez d'assez évident. Et face à des monstres sacrés, parce qu'il faut se rappeler que sur le plateau il y a aussi Fritz Lang, et il y a Jack Palance, et il y a Bardot qui à l'époque est quand même la superstar qu'on sait, quoi. Donc il se retrouve. Et d'ailleurs, Michel Piccoli va devenir très ami avec Fritz Lang, parce que je pense que Michel Piccoli, il devait être beaucoup plus impressionné par Fritz Lang que par Brigitte Bardot. Non, mais en tout cas. Ils allaient tous les jours au tournage à pied le long de la côte pour rejoindre la Villa Malaparte. Et donc ils aimaient marcher déjà tous les deux. Et je crois qu'il s'est très bien entendu aussi avec Brigitte. Bien sûr, oui. Il disait que c'était ta copine de régiment, absolument. Un truc comme ça. C'est dans le livre. En tout cas, Fritz Lang, oui, on a même... Je l'ai raté de peu, Fritz Lang, mais j'ai connu beaucoup sa femme qui venait... Enfin bon. Oui, c'est tout. Tout d'un coup, je me rappelle que je l'avais... Je sais que jusque tard, il est allé... Oui, on a été Renoir dans aussi, sa non maison plusieurs fois, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai connu que sa femme, et elle est venue à la maison. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de correspondance entre eux. Ils étaient devenus très amis sur ce film. Voilà, c'était ça qui... Et Godard, d'ailleurs, avait écrit dans les cahiers du cinéma un bref article sur Rafle sur la ville de Pierre Chenal, une critique positive, où il écrivait « Admirable Michel Piccoli ». Donc il avait repéré Michel Piccoli, acteur, grâce à ce film, et il a de nouveau pensé à lui pour le mépris, parce que le mépris, vous savez qu'il y a eu quand même plusieurs péripéties avant que ça soit Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Il voulait Frank Sinatra et Kim Novak. Après, le producteur voulait Sofia Loren et Mastroianni. Enfin bon, il y a eu plusieurs... Voilà. Carlo Ponti voulait que ça... Mais Jean-Luc Godard voulait pas. Donc il a finalement décidé de le faire, et je pense que c'est très bien comme ça avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Bon, ça a été rajouté aussi, on explique comment et pourquoi, et c'est entré dans l'histoire, mais c'est vrai que on en parle dans le livre. Mais c'est vrai qu'il y avait ce rapport tacite entre beaucoup de réalisateurs, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de beaucoup se parler. Je ne pense pas qu'ils se parlaient beaucoup avec Buñuel, c'était pas des gens qui étaient dans l'explication psychologique, Godard non plus. Et c'est vrai que... Ce rôle-là de Godard, excuse-moi, je t'interromps, Olivier, mais ce rôle-là de Godard, particulièrement dans le mépris, il y a quand même une charge autobiographique, il y a beaucoup de choses. Absolument. Sa relation avec Karina, avec Anna Karina, donc il y a vraiment cette notion-là. Piccoli a son petit chapeau. Il y a vraiment quelque chose de l'alter ego, quoi. Une des grandes particularités aussi de Michel Piccoli dans toute sa carrière, c'est qu'il a réussi à la perfection à devenir le double du cinéaste. D'ailleurs, il le dit parce qu'il observait le réalisateur dans la vie. Il savait que quand un cinéaste, qui est aussi auteur, écrit des personnages, forcément il projette plus ou moins, ça peut être totalement autobiographique ou pas du tout, mais il projette de lui-même. Et donc, il avait une capacité à entrer dans la peau, non seulement du personnage, mais du réalisateur qui fait le film. Donc, on peut dire que Michel Piccoli a été l'alter ego de Godard, qu'il a été l'alter ego de Claude Sautet, ça de manière encore plus évidente. Oui, mais alors les colères, les fameuses... La scène du gigot dans... voilà, notamment. Voilà, c'est la colère de Sautet ou c'est la colère de Piccoli ? Parce que Piccoli était aussi fameux pour ses colères. Je sais pas, je vous laisse répondre. Il y a plusieurs réponses, mais je pense que c'est d'abord leur colère à tous les deux, parce qu'ils adoraient de temps en temps éructer. Sautait tout le temps, et Michel souvent. Voilà, donc. C'est vrai, oui. Et puis peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'énervait sur le plateau ce jour-là, et que tout d'un coup la scène est devenue ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il était le double, il savait être le double du cinéaste, de Michel Deville aussi, enfin d'autres, hein, et pour les raisons que je viens d'évoquer. Et quand Marco Ferreri demande à rencontrer Michel Piccoli pour lui proposer de tourner dans Dillinger est mort,
Donc je pense qu'il y a forcément un rapport de causalité entre Le Mépris et Dillinger est mort, qu'il a pensé à Michel Piccoli par rapport au Mépris. Il y a presque un prolongement du personnage dans cette étude de moments creux de la vie quotidienne, comme il y a dans l'appartement du Mépris, et c'est amplifié dans Dillinger est mort. Juste en 2 mots, Dillinger est mort, c'est l'histoire d'un homme qui quitte son entreprise, qui se retrouve chez lui seul, et qui va organiser qui est dans une logique complètement nihiliste. Oui, c'est une œuvre phare du cinéma moderne, de l'après-Nouvelle Vague et de l'après-68, ce qu'on a appelé les nouveaux cinémas européens. C'est effectivement un film qui auscule comme ça d'une manière très précise, très clinique, presque médicale, l'aliénation de l'homme moderne, embourgeoisé, mais qui s'ennuie et qui va petit à petit, au fur et à mesure que c'est le temps d'une nuit, le temps d'une soirée, va déconstruire, va se débarrasser de tous les oripeaux qui sont ceux de l'homme de la société moderne, pour un retour à une forme de sauvagerie et de fuite vers une utopie dont on ignore un petit peu les conséquences. Et c'est aussi un film qui déconstruit le langage du cinéma. C'est ça, ce qui est important chez Ferreri, c'est qu'il fait du cinéma politique parce qu'il dénonce un certain état de la société de consommation, de l'impérialisme, de tout ça. Mais il fait aussi la critique du cinéma tel qu'on le pratique dans le cinéma hollywoodien ou dans le cinéma commercial. Et donc, c'est une déconstruction des formes cinématographiques telles qu'elles avaient été initiées par Godard. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait un cinéma dans le prolongement de Godard. Et c'est un film qui est très, très important, qui est assez génial, toujours aussi impressionnant, et qui est... Là, pour le coup, Michel Piccoli est au cœur de l'œuvre. Il est de tous les plans. Il est de tous les plans. Il n'y a quasiment pas de dialogue. Et c'est quelqu'un, par des petits gestes de la vie quotidienne qui progressivement se dérèglent, parce qu'il commence par faire la cuisine, par se préparer à manger, mais après il découvre un revolver, un pistolet. Donc déjà, c'est plus bizarre. Et puis il commence à peindre le pistolet. Il y a quelque chose qui s'enraye dans la routine de la vie moderne, jusqu'à enlever ses vêtements, donc se dénuder, se mettre des colliers. Enfin, il y a aussi l'espèce de transformation de la masculinité. Enfin, c'est aussi une réflexion sur la masculinité. Et ça, c'est quelque chose... Toujours chez Ferreri. Toujours chez Ferreri et toujours chez Michel Piccoli. Parce qu'il y a beaucoup de personnages par la suite où on va voir quelqu'un qui est dans un désencombrement des oripeaux ou des poncifs de la masculinité. Et c'est ça dans plein d'autres films. Peut-être Ludivine, non, mais Oui. vous qui l'avez connu, quel homme c'était par rapport à son métier? Comment il était quand il n'était plus dans son métier. Oui. Mais j'imagine tourner vers son métier aussi. Je sais pas, pourquoi j'imagine pas un monsieur tout le monde. Alors, tout le monde, non. Mais lui, en tout cas, et c'est-à-dire qu'il enlevait son costume et il n'était plus le personnage du tout. Et heureusement pour lui, parce que c'était vraiment l'envie d'être quelqu'un d'autre, bien sûr, l'envie de casser tout, de ne jamais être le même personnage, mais en tout cas pas de continuer chez lui. Non. Il avait quand même le goût de l'anticonformisme, non ? Heureusement. Oui. On est quand même resté longtemps ensemble. Mais ça aurait été terriblement ennuyeux sans ça. Il n'était pas comme dans ses rôles, évidemment. Mais et comment il travaillait ces personnages ? Comment il préparait ? Comment il répétait ? Alors, je dirais que le costume était très très important. Et il aimait bien le faire lui-même. Enfin, évidemment, il y avait toujours des gens très talentueux autour, s'il le fallait, mais il aimait bien choisir lui-même, quelquefois à base de choses qu'il avait chez lui ou chez nous, ou bien pas. Et est-ce que certains personnages lui restaient ou lui apportaient quelque chose ? Mais pas du tout. D'accord. Non, surtout pas. Non, il puisait dans ses personnages un désencombrement de lui-même, si possible, ça d'accord, comme on en a tous besoin, mais en tout cas pas du tout à la maison de ramener le personnage, non, jamais.
Vaut mieux pas quand on voit les personnages qu'il a joués. Non, mais moi, je suis tombé par hasard sur une interview d'époque là où la journaliste lui disait vous avez pas peur, enfin ça vous dérange pas de jouer des fous, des malades ou des criminels et il disait non, au contraire, c'est formidable, c'est génial. Il avait pas peur de son image. C'est ça que c'était un peu une anti-star, parce que il y a certains acteurs qui disent non, je vais pas jouer ce personnage parce que vous vous rendez compte, je vais pas jouer un tueur d'enfants ou je vais pas jouer ou je vais pas mourir à la fin du film. C'est vrai. Lui, c'était le contraire. Je pense que ça l'amusait de défendre l'indéfendable d'une certaine manière, ou de jouer des gens qui peuvent paraître pour la norme des monstres ou des salauds, des ordures, parce que quand il fait des films politiques, il joue jamais les preux justiciers ou les chevaliers. En général, il joue les valets du pouvoir, il joue les représentants de la répression policière. Enfin, voilà, il joue les salauds, quoi. Mais je pense qu'il le faisait avec sincérité, avec honnêteté, un peu peut-être parfois avec délectation. Mais c'était du jeu. Et je pense que le jeu, il faut l'entendre avec Michel Piccoli aussi, et peut-être surtout au sens enfantin. Je pense qu'il aimait jouer pour s'amuser. Il aimait jouer comme un enfant. Alors voilà, à la maison, on jouait beaucoup. On jouait avec les enfants, je veux dire. On pouvait jouer, on pouvait faire des trucs un peu fous, un peu limite, quelquefois, se jeter des œufs, des choses... De la farine aussi, avec les œufs, enfin des choses. D'ailleurs, les enfants trouvaient ça beaucoup moins drôle que nous. Oui, je pense qu'ils s'amusaient plus que... Mais c'est pour ça qu'il aime se déguiser. Il aime se déguiser en cow-boy, en indien, en femme. Enfin voilà, il adorait ce goût. Il avait ce goût enfantin du jeu. Et puis le génie du jeu, je le rappelle quand même, oui, mais c'est Léos Carax. C'est Léos Carax qui l'a trouvé. Quand il parle de Michel Piccoli, il dit Michel Piccoli, le génie du jeu. Est-ce que sur vous, Ludivine, non, mais est-ce que vous parliez, quand il recevait les scénarios ou des rôles, est-ce que vous en parliez? Est-ce qu'il a eu des hésitations? Est-ce qu'il a eu des regrets sur des rôles? Vous en parliez avec lui? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Quelquefois, il me le donnait à lire, oui, bien sûr. Enfin, quelquefois, à chaque fois, il me le donnait à lire. Et on en parlait, oui, bien sûr. Mais je n'ai pas été un poids pour dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ça. Certainement pas. Mais on en parlait, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des regrets ou des rôles qu'il a refusés ou en disant non, ça qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Il était plus à refuser des rôles ou à hésiter ou à être... Refuser, ça peut être quelquefois parce que le calendrier est trop pris. Donc c'est ça. Mais non, je ne dirais pas qu'il a refusé des rôles parce que... Enfin, peut-être, mais ça, je ne veux pas... Non. À ma connaissance, il n'a pas refusé des rôles importants. Après, on n'a pas... Je pense qu'il a hérité de rôles qui, peut-être au départ, n'étaient pas prévus pour lui. Il y a des films qu'il n'a pas pu faire, mais des rôles importants qu'il aurait refusés, j'ai pas d'exemple. En tout cas, par exemple, pour reparler de scénario, justement, le film avec Marco... Quelquefois, c'était 2 pages. Ouais. C'était 2 pages comme ça qui arrivaient et puis ils se comprenaient. Enfin, c'était, d'ailleurs, je comprends aussi. C'était vraiment indispensable de le faire, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de scénarios non plus. Alors, Michel Piccoli avait une particularité aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il n'avait pas d'agent, il n'avait pas d'impresario, donc les scénarios lui arrivaient directement par la société de production ou par le réalisateur. Il choisissait directement et il établissait directement son salaire. Voilà. Alors, il avait un rapport particulier à l'argent. Ça ne l'intéressait pas beaucoup. Donc, il ne demandait pas forcément... Enfin, voilà, il n'était pas... Mais c'est pas très malin non plus, hein, je vous le dis. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple à suivre du tout. Surtout quand on est en plus producteur et qu'on met aussi son argent dedans. Oui, quand il a voulu produire, ça a été encore plus... Non, il demandait en fonction, je pense, des productions. Voilà. Et puis aussi de le laisser quelquefois dans la production, carrément, jusqu'à ce que le fixe dise « Mais vous avez touché ça ?» « Mais non, monsieur, je ne l'ai pas touché parce que je l'ai donné, etc. » Alors ça, c'était pas très malin, en effet. Parce que c'est vrai que Michel Piccoli a eu une activité de producteur, d'ailleurs avec Ludivine, qui a été une activité, je dirais, officielle à un moment donné, mais il y a aussi beaucoup de films où il a été producteur sans que ça n'apparaisse au générique. Comme vous disiez, il mettait son propre argent, enfin, ou son salaire,
pour aider le réalisateur à faire son film. C'est très bien, c'est très très bien, mais voilà, mais il n'en a pas tiré aucun profit. Il en a tiré aucun profit. C'est juste que c'est pas à suivre comme truc, mais après les films existent, c'est vraiment bien, quoi. S'il y a des questions déjà, pensez à voilà. Question que vous voudriez poser à Olivier Père ou Ludivine Piccoli. On n'a pas parlé de Sautet. Oui, parce que là, on est encore à Marco Ferreri, donc ça veut dire qu'on a encore 40 non, mais ou sans 50 tout, ans après, de cinéma, après ça va jusqu'à Léos Carax et Bertrand Mandico et Bertrand Bonello et puis plein de gens. Sautet, Sautet, écoutez, la relation est connue, hein, les films sont connus, ils occupent une place très, très importante dans l'histoire du cinéma français. Il a représenté l'archétype de ce qu'on disait, l'homme bourgeois, période pompidolienne. C'est un peu. Oui, alors c'est un peu étiqueté comme ça. Oui, alors ça, disons que c'est une vision un peu caricaturale qu'on a établie du cinéma de Sautet dans une approche purement sociologique. Voilà. Alors après, Sautet, c'est plus compliqué que ça parce que c'était un cinéaste très intense, très, très tourmenté et qui a fait des portraits de femmes et d'hommes qui sont très très complexes. Moi, je pense qu'il y a un film qui est absolument fascinant, c'est Max et les Ferrailleurs, où c'est vraiment un film sur la folie d'un homme qui va ourdir un plan machiavélique pour piéger un voyou, mais qui va instrumentaliser une femme et qui va basculer dans une forme d'obsession qui est celle de la folie. Et quand on voit la manière dont Michel Piccoli interprète Max, avec ce masque c'est presque un masque de la mort ou de la folie, c'est un personnage qui rejoint les psychopathes ou les fous des films mexicains de Buñuel, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a une complexité qui dépasse la tranche de vie ou le tableau d'une certaine société. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des films qui sont pas des polars ou qui sont des films plus psychologiques comme Les Choses de la vie ou Mado. Surtout Mado, d'ailleurs, qui est aussi un film sur l'obsession d'un homme pour une femme. Donc je pense que il a été l'interprète de toute la complexité du cinéma de Sautet, où ce sont quand même des hommes en crise. C'est des hommes qui affichent une forme de puissance, d'assurance, de confort, puisque effectivement ce sont des bourgeois, mais qui sont quand même dans une phase de crise d'une grande violence, quoi. Et c'est souvent des personnages suicidaires, c'est souvent des cheminements vers la mort, enfin bon, Les Choses de la vie, par exemple. Donc il était l'interprète idéal de Claude Sautet, ça c'est sûr. Et ils ont fait ensemble tous ces films qu'on connaît, qui ont eu du succès à l'époque, qui sont des films absolument remarquables et à redécouvrir aujourd'hui. Donc voilà, le cinéma de Sautet, très 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 important. Et puis c'est vrai que les films de Sautet ont sans doute inspiré des cinéastes, ont donné envie à des cinéastes de tourner avec Michel Piccoli ou de lui proposer des rôles peut-être proches. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Michel Piccoli, d'ailleurs il y a plusieurs films où il joue un architecte, par exemple. Ça c'est intéressant parce que l'architecte c'est quand même l'architecte c'est le médecin. Donc alors celui qui répare les corps ou les âmes, et celui qui construit la France de demain, quoi, la France moderne, des années Pompidou justement. Donc c'est une espèce de personnage positif, ultra surreprésenté dans le cinéma français de cette période. Les cadres, architectes, médecins, mais il apporte une fragilité paradoxale. D'ailleurs, la même année que Les Choses de la vie, il fait un très beau film, alors que j'ai découvert grâce à ce livre que je n'avais pas vu, qui est L'invité de Vittorio De Sitta, où c'est presque le contrepoint des Choses de la vie, puisque il joue aussi un architecte. Il y a d'ailleurs une scène presque en miroir des Choses de la vie, où il va sur un chantier et il s'engueule avec les gens qui sont en train de faire le chantier. Enfin, parce qu'il part en bagnole pour aller visiter un chantier, et il emporte avec lui une jeune femme qui vient de quitter son mari. Et c'est un trajet en voiture
et c'est presque une inversion du film de Sauté, mais on retrouve des éléments communs aux deux films et aux personnages. Et avec un traitement, une histoire différente. Mais pour dire que Piccoli était capable de faire dialoguer les films entre eux, même si c'était des univers et des cinéastes très différents qui ne se connaissaient pas. Parce que, d'une part, les cinéastes peut-être l'envisageaient d'une manière proche. Mais lui, il arrivait à faire la jointure, quoi, en tout cas la circulation entre les films. C'est en ça qu'il est aussi un auteur. Et il y a des choses très intéressantes. Quand on revoit les films de cette époque, il y a des liens évidents entre Le Mépris, La Chamade et Belle de Jour, par exemple, qui sont tous des très beaux films. Et on voit qu'il y a quelque chose dans l'air qui se passe à ce moment-là, dans la France de cette époque, de pré-68 ou post-68. Et, comme par hasard, Michel Piccoli est là. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est débrouillé pour être au bon endroit. Et le film de Granier de Fer aussi. Une étrange affaire. C'est un des sommets de l'œuvre aussi. Et donc, quand je disais qu'il avait joué beaucoup d'architectes et de médecins, après, dans les années 80, il joue 70, il joue beaucoup de grands patrons. Ouais. Il y a aussi le moment où c'est le cinéma politique à la française, où on dénonce le capitalisme, ou en tout cas des sortes de complots, ou un état de corruption, ou alors des alliances entre la politique et le monde de l'industrie. C'est presque de la perversité dans le personnage de... Ah ben oui. Dans Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer, que vous avez sûrement vu parce que c'est un de ses meilleurs films, un de ses plus grands rôles, où là il joue quelqu'un qui reprend un repreneur d'entreprise, un peu une espèce de Bernard Tapie avant la lettre, mais qui est un personnage de vampire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il arrive, non seulement il prend possession des lieux, il décide de tout refaire, en tout cas, mais surtout il manipule tous les gens comme des pions, et il les met sous son emprise, et il les dévitalise complètement jusqu'à les rendre totalement soumis à sa personnalité. Mais c'est vrai qu'avant Une étrange affaire, il fait par exemple un film, là aussi, que je n'avais pas vu, qui est un film de Jean-Louis Bertuccelli, oui. L'imprécateur. Oui. C'est ça. D'ailleurs, Julie est là. Et c'est un film que je n'avais pas vu, et c'est un film incroyable, parce qu'on est justement dans cette dénonciation des grands groupes, avec des affaires extrêmement louches qui se déroulent dans un trust, une multinationale dont le siège à Paris est à la Tour Montparnasse. Et on est dans une fiction qui annonce Une étrange affaire de Granier de Fer par rapport à cette ambiance extrêmement toxique au sein d'une grande entreprise, mais aussi un film qui est dans la continuité des films politiques italiens à la Elio Petri ou à la Francesco Rosi, où la dénonciation d'un état politique faisant souvent référence à des faits divers ou à des faits réels, et aussi traité sous le prisme du fantastique et d'une ambiance très très kafkaïenne et très cauchemardesque et très onirique. Et Michel Piccoli a joué dans pas mal de films de cette tendance-là, les films de Boisset, et puis aussi Todo Modo de Elio Petri. Le Prix d'Angers, c'est un peu plus tardif, mais c'est un peu la fin de ce type de cinéma. Et en Italie, il a fait quelques films importants, dont Todo Modo, qui est un film qui montre, lors d'un séminaire, l'autodestruction de la démocratie chrétienne, quelques mois avant l'assassinat d'Aldo Moro. Et Gian Maria Volonté joue un personnage qui est directement inspiré d'Aldo Moro, et Michel Piccoli joue le président, je crois, de la démocratie chrétienne, des personnages comme un peu des vampires ou des monstres qui sont enfermés dans un bunker comme ça, et qui s'entretuent entre eux. Donc on est dans une forme cauchemardée de l'ambiance politique de l'époque, quoi. Oui. Merci. Bonsoir. En fait, j'ai un petit parallèle, parce que vous avez évoqué, il y a cette forme de captation de la projection du réalisateur, soit en tant qu'écrivain, auteur, scénariste ou réalisateur. Et la première chose à laquelle on pense, du moins nous les Italiens, c'est visiblement le rapport qui était très étroit entre Mastroianni et Fellini. Oui. Bon. Et ce qui me frappe, si on peut faire une comparaison entre Michel Piccoli et Mastroianni, c'est qu'en fait,
si vous pensez à des acteurs en général qui ont, entre guillemets, la chance d'être des gueules, hein, vous les voyez, vous les reconnaissez et ils sont... Allez, Jean Gabin, par exemple, on peut pas... Ugo Tognazzi. Tognazzi, il était un transformiste, hein, il partait dans Comme tous les Piccoli d'ailleurs, ils s'aimaient beaucoup, hein, ils ont fait des films ensemble. Oui, sauf que, mis à part les, comment dirais-je, les clowneries hein, de Piccoli, il est tellement, à l'instar de Mastroianni, il est tellement neutre qu'il semblerait plus difficile pour lui d'interpréter toutes les facettes des personnages qui sont plus complexes. C'est d'autant plus les grands acteurs qui arrivent à tirer profit d'une certaine neutralité pour en fait incarner des personnages qui n'ont pas besoin d'un caractère très fort, d'être fort en gueule, d'avoir, je ne sais pas, Belmondo par exemple. Vous le voyez, là, c'est Belmondo, on ne se trompe pas. Donc, c'est une neutralité qui, à l'apparence, peut jouer contre, mais si on arrive quelque part à s'en emparer, on devient encore meilleur que les autres, hein, parce que là, il faut vraiment avoir du... Il ne surjoue pas, encore une fois, quand il est dans des registres... Sauf quand il veut, oui. Sauf quand il veut, voilà, bien sûr. Mais voilà, c'était juste une petite... De toute façon, vous avez raison d'évoquer la relation entre Michel Piccoli et Marcello Mastroianni, parce que c'était vraiment, je pense, les meilleurs amis du monde et les deux acteurs qui ont eu le plus de plaisir à jouer ensemble pendant très longtemps, hein, sur plusieurs décennies et dans de très nombreux films. Il y en a qui sont très connus, évidemment, comme La Grande Bouffe ou Le Général de l'Armée morte, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a des films qui ne sont pas du tout connus et je pense qu'ils les ont fait par amitié, peut-être par le plaisir de pouvoir jouer ensemble. En revanche, je pense que cette neutralité dont vous parlez, c'est vrai qu'elle s'exprime davantage chez Mastroianni, qui était un acteur... Je pense que Mastroianni avait certainement plus de mal que Michel Piccoli pour incarner la perversité ou la méchanceté ou la monstruosité. Je pense qu'il y a une forme de bonté malgré tout chez Mastroianni, de neutralité comme vous dites, et tandis que Michel Piccoli, je pense que sa palette était peut-être plus large dans les extrêmes. Alors c'est vrai que Mastroianni a aussi joué des personnages plus grands que nature et chez Ferreri d'ailleurs des fous, des malades, mais je pense que chez Michel Piccoli il y avait une élasticité plus grande pour aller d'une extrême à une autre. Je cite un exemple. Moi j'adore Mastroianni, c'est un acteur absolument génial. Mais je pense que quand Visconti prend Mastroianni pour jouer l'étranger, par exemple, il y a peut-être quelque chose qui manque à Mastroianni pour être un Meursault parfait qu'aurait pu être Alain Delon ou un acteur plus ambigu, quoi. Voilà. Ne pensez-vous pas peut-être que Mastroianni aussi, peut-être, je n'ai pas connu, donc voilà, je ne connais que son œuvre et ses films, hein, mais qu'il jouait quelque part de son personnage, tout le temps, quelque part. Il était plus... Parce qu'il incarnait le bel homme italien. Il était un peu lui-même. Il ne portait pas forcément le masque qu'a pu porter Michel Piccoli à plusieurs, et des masques différents à plusieurs reprises. Vous avez raison. Parce que Mastroianni, peut-être, il jouait soit par choix professionnel ou par vocation, j'en sais rien. Hein. Il était plutôt ou par amitié aussi, ou pour plein de raisons. Il était sur des registres plutôt... C'était un acteur naturel, enfin, je veux dire, comme vous dites. Merci. Ouais. J'ai l'impression aussi que je sens chez Mastroianni pas un dilettantisme, mais une sorte d'humilité par rapport à ce métier-là que je pourrais pas sentir. Je pourrais pas. Il était plus en retrait par rapport au métier d'acteur, je pense. Par rapport à quelqu'un comme Piccoli, comédien, où on sentait qu'il y avait une sorte d'exigence et d'ambition. Je me trompe peut-être totalement. Il aurait bien aimé être architecte, justement, Marcello. Il m'a dit ça un jour, oui, qu'il aurait bien aimé être architecte, mais il aimait bien son métier, bien sûr, mais voilà, il était plus doux avec ça. Vous pouvez nous parler de leur amitié ou de comment c'était une amitié, c'était professionnel, Non, c'était pas professionnel. Enfin, c'était professionnel, oui, quand ils aimaient, quand ils étaient ensemble sur un film. Non, mais en dehors de la profession aussi, bien sûr, depuis longtemps, pendant longtemps. Oui. Bon, ils ont beaucoup joué en France, en Italie. Soit c'était Marcello Mastroianni qui venait en France pour tourner dans des films français, soit l'inverse. Il y avait comme ça Marco, Marcello, Michel, et ils se téléphonaient, ils se parlaient de leurs femmes aussi quelquefois. C'était assez drôle.
D'autres questions? Ouais. Bonsoir. Alors, désolé si ma question peut paraître longue, mais mes deux films préférés avec Michel Piccoli, vous en avez parlé, c'est d'abord Mauvais sang de Léos Carax, et bon, il y a aussi sa participation dans Les Motors qui est un peu moindre, mais dans Mauvais sang il est impressionnant. Et un autre film que je trouve on parle pas assez quand on parle à la fois de Michel Piccoli et de son réalisateur, c'est Un homme de trop de Costa Gavras. Et vous parliez de la voix de Michel Piccoli, et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ce film, il est le rôle-titre, un homme de trop, mais il est à la fois le centre du suspense et en même temps un personnage très en retrait, presque silencieux. Oui. Et est-ce que vous pourriez parler de sa collaboration avec ces deux cinéastes, et où est-ce que vous situeriez ces deux films dans sa filmographie? Un homme de trop, je suis très content que vous en parliez parce que j'y repensais à ce film pas plus tard qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est le rôle titre, c'est un homme de trop. Alors il est vraiment de trop parce qu'il est presque, il n'arrive pas trop à s'intégrer à l'ensemble du film. Bon, si vous l'avez pas vu, c'est un film sur la résistance, sur le Vercors, donc sur un groupe de résistants qui va assez impressionnant au niveau de la mise en scène. Qui est un film un film très spectaculaire, qui est vraiment filmé comme un film de guerre, mais aussi comme un western. Enfin, en tout cas, c'est le deuxième film de Costa, et il est vraiment remarquable par bien des aspects. Et donc, c'est des résistants qui libèrent des prisonniers d'une prison tenue par les Allemands. Et en fait, parmi tous les hommes qu'ils libèrent, il y en a un, ils savent pas qui c'est. Donc, ils se disent, c'est peut-être quelqu'un qui a été infiltré, qui par la collaboration, par l'armée allemande, donc c'est peut-être un traître, c'est peut-être un espion. Donc ils hésitent, ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Et alors Michel Piccoli, il est absolument remarquable dans ce film parce que, comme je le disais, c'est aussi un rôle qui va déteindre, qu'on va retrouver dans plein d'autres films, c'est qu'il incarne l'ambiguïté. C'est-à-dire que pendant tout le film, on ne sait pas qui il est. Il n'y a aucun mystère qui est levé à la fin. À la fin, il est suspendu sur un pont comme ça, et donc il est vraiment suspendu entre le vrai et le faux, la trahison et le courage. Enfin voilà, il reste le personnage ambigu pendant tout le film, dont tous les autres ne savent pas quoi faire. Il y en a qui veulent le tuer, d'autres qui veulent l'intégrer. Et il avait fait le film précédent de Costa Gavras, le premier film, Compartiment tueur, qui était aussi un film de groupe où il y avait beaucoup d'acteurs, et il jouait un personnage absolument génial. Alors il s'était enlaidi pour ce film, il a des mèches de cheveux grasses, il joue une sorte d'obsédé sexuel, de satire, de pauvre type, quoi, mais il le joue avec une forme d'expressionnisme qui fait presque penser à un Peter Lorre ou à un acteur comme ça. Il est absolument génial. Donc le goût de la transformation et le goût de l'ambiguïté, voilà, déjà ces deux facettes de l'acteur Piccoli sont présentes dans ces deux films qui sont le début des années 60. Et il avait connu Costa Gavras quand il était assistant sur Le jour et l'heure de René Clément, qui est aussi un film sur la résistance, et où jouait Michel Piccoli, qui avait un rôle de résistant aussi d'ailleurs. Donc c'est des films intéressants des années 60 où Michel Piccoli commence à travailler avec les cinéastes importants de l'époque. Alors Costa, en plus, il est très jeune, mais Costa fait pas partie de la nouvelle vague. C'est vrai que Michel Piccoli va pas tout de suite être un acteur nouvelle vague. Il va pas tourner dans les premiers Truffaut, les premiers Chabrol. Il va tourner, le premier réalisateur vraiment nouvelle vague avec lequel il tourne, c'est Godard, mais c'est 63. Godard est déjà une star du cinéma. Et en revanche, il va tourner avec toute cette constellation de jeunes cinéastes qui arrivent après ce qu'on appelait le cinéma de papa et qui progressivement propose des choses. Donc Costa, Vadim, Michel Deville, Alain Cavalier. Il va être un peu partout dans ce qui... Et puis un cinéma plus... rive gauche avec les films de Jacques Demy, d'Agnès Varda. Alors Carax, Mauvais sang, effectivement, c'est un film important dans l'histoire du cinéma français, d'une certaine manière, dans la filmographie de Piccoli. Ce qui est beau, c'est que l'histoire Mauvais sang, c'est vraiment la rencontre de corps jeunes et de corps vieux. C'est un polar comme ça, un peu abstrait, un peu très, très, très stylisé.
où rien n'est vrai dans le film, tout est en décor très artificiel avec les lumières, la vérité du film, c'est la présence physique des acteurs, d'autant plus que c'est un film où il fait très chaud et où les acteurs, en tout cas les hommes, sont torse nu pendant presque la moitié du film, enfin presque tout le film. Donc il y a Denis Lavant qui joue le fils, quoi, enfin le jeune, et puis Michel Piccoli avec d'autres acteurs. Là il y a comment il s'appelle, Hugo Pratt, et puis un autre, enfin qui jouent des vieux gangsters, quoi. Et entre les deux, Juliette Binoche. Et c'est vrai, ce qui est frappant dans ce film, c'est la présence physique de Michel Piccoli. La manière dont il fume, la manière dont il est filmé, et puis le fait d'être comme ça, d'imposer cette présence physique dans un film qui tend plus vers la poésie ou vers le lyrisme, mais où les corps sont très importants. Vous souvenez de l'époque de Mauvais Sang, comment ça s'était passé On n'en a pas parlé. Je me rappelle de l'arrivée de Léos Carax dans l'entrée de la maison. Cette personne si importante pour le cinéma, moi je trouve vraiment que c'est... Oui, et puis Holly Motors, c'est des retrouvailles magnifiques. Oui, aussi. Oui. Mais bon, il n'y a pas d'anecdote spéciale. Je veux dire, c'est merveilleux, le film existe, c'est ça qui est... ce que dit Léos aussi est drôle dans le livre, justement. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il s'est passé un peu avec Carax, ce qui s'était passé avec Godard ou avec d'autres, c'est que c'est rare que, quand une rencontre est très forte entre Michel Piccoli et un réalisateur, c'est rare que ça s'arrête là, qu'ils en restent là. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'envie, bien des années plus tard, de se retrouver et de refaire quelque chose ensemble. Donc je pense que c'est très important. On ne parle pas suffisamment de ce film, mais c'est Passion de Jean-Luc Godard. Quand Godard fait Passion, il rappelle Michel Piccoli pour jouer un rôle qui est pas un rôle très important en présence à l'écran, mais qui est quand même un rôle très important. Et c'est ces deux films qui dialoguent ensemble, hein, Le Mépris et Passion, parce que c'est deux films sur la fabrication du cinéma et sur les rapports hommes-femmes, pour résumer, ça parle de beaucoup d'autres choses. Quand Jacques Demy fait Les Demoiselles de Rochefort avec Michel Piccoli et puis tous ces autres acteurs et actrices merveilleux, il le rappelle pour faire Une chambre en ville. Et là aussi, il y a un dialogue entre les deux films qui est évident. Et quand Carax fait Mauvais Sang, après, quand il refait Holly Motors, avec aussi Denis Lavant, qui est un film qui a un voyage dans le cinéma, qui est un voyage dans la ville, dans le cinéma, dans la nuit, mais aussi dans son œuvre. C'est évident qu'il y a un moment où il fallait que Michel Piccoli revienne et quelques paroles définitives sur le fait de continuer pour la beauté du geste. Enfin voilà, c'est un moment très fort dans l'œuvre de Carax. Mais c'est intéressant aussi ce que dit la participation de Léos Carax dans le livre, où il a l'impression aussi d'être un peu passé à côté de la relation qu'il aurait pu avoir avec, en disant j'étais un peu un jeune con, quoi. Parce que le plateau était un peu ce que raconte le film aussi, hein. C'est vrai que peuplé un peu de jeunes, et Piccoli aussi s'ouvre et dit aussi je me suis senti un peu vieux aussi sur ce tournage. C'est aussi la façon de ne pas faire un hommage à Michel, car il sait que Michel n'aime pas les hommages. Voilà. Donc c'est aussi une façon de parler très très bien de Michel en disant ça, mais en ayant une vision sans doute vraie d'ailleurs, hein, entre les deux. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils se soient rencontrés, enfin qu'il ait eu envie de tourner avec Michel Piccoli, ça c'est très... comme je le disais, le film, c'est le rapport entre les jeunes et les vieux, et Léos Carax, il était avec Denis Lavant, enfin il était Denis Lavant d'une certaine manière, il avait son alter ego à lui, et il n'était pas, c'est sûr que Michel Piccoli n'était pas son alter ego cette fois-ci, c'était pas comme dans d'autres films de Carax ou de Godard ou de Sauté, mais c'était quelqu'un qui était là aussi pour tout ce qu'il représentait. Je pense que comme Carax, c'est quand même quelqu'un qui se charge un peu, qui met sur ses épaules une grande partie de toute l'histoire du cinéma muet, de Chaplin, de la nouvelle vague, de plein de choses. C'était presque une évidence que Michel Piccoli soit là, quoi, pour tout ce qu'il représente aussi. Ok, alors, oui. Ça va être une dernière question, parce que ça fait 1 heure qu'on parle. Bonsoir. Philippe. Salut Philippe. Est-ce que vous pourriez nous parler de la dimension solaire de Michel Piccoli ?
c'est la force dionysiaque qu'il y avait en lui, très rare dans le cinéma français, qui court dans plein de rôles, mais peut-être en particulier dans Thème Rock et dans Milou en mai, qui sont deux films très différents. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de cette force solaire qui est quelque chose d'unique chez lui. C'est vrai que dans le livre, je crois que Claire Denis parle de Michel Piccoli comme d'un Neptune ou d'un Dionysos ou d'une présence un peu... Zeus, pardon. Donc comme le Zeus du cinéma. Oui, bah c'est vrai. Alors Thème Rock, c'est un homme, c'est un retour à une humanité avant l'humanité. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de. Pour ceux qui n'ont pas vu Thème Rock, c'est quand même un film, c'est un film singulier quand même. Ça va être difficile de résumer, d'expliquer ce qu'est Thème Rock. En tout cas, c'est l'histoire d'un homme qui retourne à un état préhistorique pour. Là, on va encore plus loin que Dillinger est mort ou que d'autres films. Là, on est vraiment, on balaye, on détruit toute la civilisation moderne pour redevenir des. Et c'est un film où il n'y a pas de dialogue. Enfin, il y a des dialogues qui sont des onomatopées ou des sons, des cris. Je dirais que je ne sais pas si c'est peut-être le fait d'évoquer un Michel Piccoli torse nu dans Mauvais Sang qui vous a fait venir cette idée d'un rapport à la divinité qui est un rapport qui existe déjà dans Le Mépris, puisque dès Le Mépris c'est quand même les hommes et les dieux, c'est quand même la grande thématique du film où il y a les petites histoires de couple et de trahison et de tromperie des humains qui sont face à l'immensité de la Méditerranée et de la civilisation grecque et des dieux que veut filmer Fritz Lang dans son adaptation d'Homère. Mais oui, et puis Milou en mai, oui, c'est vrai que c'est un film d'un grand panthéisme, là pour le coup d'un retour à la nature qui est traité d'une manière beaucoup plus solaire que dans le film de Faraldo. Et peut-être que Ludivine, vous pouvez nous... Comme solaire c'est la dimension solaire de Michel et sa dimension. Le film est assez solaire déjà. C'est vrai que le personnage c'est le plus solaire, sympathique, parce que lui il veut absolument rester dans la nature, dans cette maison. Oui, ça c'est évident. Mais finalement, ils sont tous assez sympathiques, tous ces personnages, même ceux qui veulent absolument la pile d'assiettes ou je ne sais quoi. Finalement, à un moment donné, ils se fument tous des pétards, à un moment donné, ils sont tous là. Et le solaire sort de chacun. Alors évidemment, Michel l'est, mais c'est son rôle aussi. J'aimais bien quand il prenait l'accent français en parlant anglais. Non, oui, ça c'est très drôle, parce qu'il parlait beaucoup mieux que ça, je vous le dis. On le voit dans les films... les quelques films américains ou anglais dans lesquels il a tourné, il avait un anglais qui était... Alors c'est l'oreille en fait. Quand on a une oreille, on peut parler beaucoup de langues sans la parler. Musicien. Parents musiciens. Voilà. On va peut-être passer à la dédicace, à moins qu'il y ait une dernière question. Allez, Julien, tu auras l'honneur de poser la dernière question. Pardon, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, mesdames, messieurs. En fait, j'ai juste une remarque par rapport à vos commentaires très judicieux et une interrogation. Ouais. Alors moi, j'ai découvert Michel Piccoli avec La Poudre d'Escampette, je parle de ça là, où il est, vous dites, solaire, le génie du jeu, mais c'est plus que ça. Pour moi, il est l'égal de grands acteurs hollywoodiens, américains, mais sans problème. Alors, très rapide. La Poudre d'Escampette, pourquoi ? Parce qu'il est facétieux, libre et d'un humour incroyable. Il est en plein désert. Vous allez où comme ça ? Au cinéma ? Bon, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et surtout, parmi toutes les collaborations que vous avez énumérées, moi, il y en a une où je l'ai découvert, c'est avec Jacques Rouffio. 7 morts sur ordonnance est un thriller incomparable qui enfonce énormément de thrillers américains, en plus avec le casting et puis la construction narrative de Rouffio. Et surtout, madame, vous avez énuméré qu'il poussait souvent les curseurs du ridicule, mais là où il les pousse au maximum, c'est, pour moi, mon rôle préféré de Michel Piccoli, le sucre. Grésillo, il parle de lui à la troisième.
voilà, 5 banques sautent, Grésillot se marre. Enfin Vous bon, avez il raison est de parler de Jacques Rouffio. Alors ça, Voilà, vraiment, voilà. oui. Et dans Le Sucre, il dépasse tellement l'interprétation que c'est un personnage de bande dessinée. Je l'ai vu 3 fois. Ah, complètement. Et quand il est impérial sur sa colline de betterave. C'est les premières images du film. Ouais, mais j'ai le film. Donc voilà, c'était pour appuyer tout ça. Et par contre, j'ai 2 interrogations. Alors, c'est une prise quand il prend la poignée de sucre et il se la met en pleine bouche. Parce qu'elle est énorme, la poignée de sucre, quand il fait. Et quand il dit, messieurs, il n'y a plus de sucre. Mais il a encore le sucre dans la bouche, quoi. Mais quand je vous dis une lampée, c'est une grue, quoi. Donc là, bravo. Et une interrogation, c'est très bizarre, parce que Une étrange affaire et Le prix du danger, où il personnifie ses personnages avec une médiocrité, une bassesse, une ambiguïté hallucinante. Il s'appelle Mahler. Oui. Et je me demande... Moi, je sais pourquoi, vous savez aussi. Voilà. Parce que vous avez fait le lien avec des personnages. Non, avec vous des avez films, des raison cinéastes, voilà. de citer ces réalisateurs et ces films en particulier, Le Sucre, 7 morts sur ordonnance, parce que c'est un peu frustrant. On a parlé de quelques grands films de Michel Piccoli, mais il en a fait 200. Donc il y en a plein dont on n'a pas eu le temps de parler. On n'a pas parlé d'Adieu Bonaparte, on n'a pas parlé de plein de films. Des films de Le Trio Infernal. Donc, alors, La poudre d'escampette, que j'aime beaucoup, il faut que vous sachiez qu'en fait, le rôle était prévu pour Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo a refusé le rôle parce qu'il meurt à la fin. Donc, voilà, comme on disait, Belmondo, il y a des stars qui ne veulent pas mourir à la fin du film. Michel Piccoli, lui, ça lui posait aucun problème. Donc, il a repris un personnage qui était écrit par Jean-Paul Belmondo. Et quand on voit le film, évidemment, Michel Piccoli est excellent. Il y a Marlène Jobert, il y a Michael York. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce personnage et ses dialogues ont été écrits pour Belmondo. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Rouffio, voilà, 7 morts sur ordonnance, c'est un avec film Depardieu. Avec Depardieu, ils se sont souvent croisés, ils ont fait plusieurs films ensemble qui sont remarquables. C'est un film extraordinaire qui s'inscrit un peu dans ce cinéma de dénonciation, comme le Sucre. Et le Sucre, c'est une satire presque balsacienne comme ça, extraordinaire. Et vous avez raison, ils ont le même nom dans Le Prix du danger et dans Une étrange affaire. C'est simplement que c'est un hommage d'Yves Boisset au film de Pierre Granier de Fer, parce qu'il admirait beaucoup ce film, donc il a donné Mais il n'y a pas seulement ces deux, il y a aussi 2 films dans L'attentat d'Yves Boisset et dans L'homme voilé de Maroun Bagdadi. Piccoli s'appelle Cassard. Il a les 2 noms. Et en fait, c'est 2 films où il est censé jouer quelqu'un du Maghreb ou quelqu'un d'une dictature nord-africaine ou du Liban. Donc je pense que le réalisateur a dû penser aussi au rôle que jouait le rôle très inquiétant du chef de la police dans l'attentat, et comme il joue un personnage assez inquiétant dans L'homme voilé aussi, je pense qu'il a voulu donner le même nom à ces 2 personnages. Voilà. Alors Fabienne, allez, dernière, très court. C'est très très court. Vous avez peu parlé de l'homme de théâtre qu'il était. Et moi je garde un souvenir absolument extraordinaire quand il joue avec Nils Arestrup dans La Cerise de Tchekhov, mis en scène par Peter Brook. Et c'était mais fabuleux, je peux pas oublier. Je vous ai un peu parlé de son travail d'homme de théâtre, mais il était... je sais pas, j'en suis encore ému, mais voilà, c'est inoubliable. Merci Fabienne. Ouais, non, mais c'est compliqué en effet de vouloir embrasser la carrière de Michel Piccoli. Là, on a essayé de se concentrer sur le cinéma et encore. On a parlé de la télé, Mais c'est vrai que là, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est rare qu'un acteur qu'un artiste soit à la fois un acteur de cinéma génial et un comédien de théâtre génial. Voilà. Il y en a qui sont mieux au théâtre ou mieux au cinéma, ou qui sont pas du tout compatibles avec l'un ou avec l'autre. Et un homme génial. Et un homme génial, ça je n'en doute pas. Mais ça c'est vrai que quand même, vous avez raison de le rappeler, il a eu dans les années 50, 60, après dans les années 80, il a fait une interruption dans les années 70, mais je pense qu'il tournait tellement au cinéma du théâtre. Oui, il a recommencé, c'est avec Peter. Voilà, il a recommencé au Bouffe du Nord avec Peter Brook, et puis après avec d'autres, avec Chéreau, et Luc Bondy.
Et dans les années 80, ça a été une carrière théâtrale absolument sublime. Ouais. C'est vrai, c'était magnifique. Je l'ai vu 18 fois. Donc les chanceux qui ont pu le voir sur scène, voilà, les chanceuses. On va s'arrêter là. Merci énormément, vous, Ludivine merci Piccoli, merci Olivier Père. Merci. C'est passionnant, on pourrait parler toute la nuit parce que là, voilà. Faut lire le livre. Non. Voilà, donc le livre est en vente à la caisse, vous pouvez aller le récupérer à la caisse et Ludivine Piccoli et Olivier Père seront un plaisir de vous le dédicacer.